On peut applaudir en effet Kawther Benania, la réalisatrice du film, et Amine Bouafa, le compositeur. Et j'en profite avant qu'Amine soit là pour rappeler, si vous avez bien le programme, vous l'avez vu, mais je rappelle aussi que demain matin, 10h30, il y a une rencontre, désormais depuis l'année dernière, une rencontre demain matin, donc initiée par Jean-Pierre Arquier, JP Agency, une agence de compositeurs, et Thierry Jousse, que je salue, il ne doit pas être là, mais il est avec Nicole Garcia, je crois. Thierry Jousse qui sera donc demain aux côtés de cette fine équipe pour prolonger cette collaboration de plusieurs films déjà. Mais ici, ce qui nous concerne, c'est le film que vous venez de voir. On va se focaliser sur L'homme qui a vendu sa peau et vous pourrez poser toutes vos questions à Amine Bouafa et Kawther Benania. Alors tout d'abord, juste pour enclencher la discussion, nous avons tout à l'heure évoqué la collaboration, la rencontre, les retrouvailles. Prolongeons avec ce qui se passe dans ce film, ce personnage. C'est un film un peu une rencontre entre deux mondes, hein, quelque part. C'est vraiment le monde de l'art contemporain et le monde des réfugiés. Déjà, parlons de cet aspect-là et en quoi ce cœur du récit peut déclencher après une inspiration musicale. Je peux parler de cet aspect-là parce que moi, ce que j'aime, c'est les contrastes, autant dans les couleurs et dans la fabrication et dans la narration aussi. Donc, le monde des réfugiés et le monde de l'art contemporain, c'est deux mondes tellement différents parce que le monde des réfugiés, c'est un monde de survie, de drame, de tragédie. Le monde de l'art contemporain, c'est un monde de raffinement, du summum, de la culture. C'est quelque chose de très hyper élitiste et très attrayant pour les investisseurs. C'est toujours ce mariage historique entre l'élite artistique et le capitalisme aujourd'hui, mais avant c'était les temples, l'église, tout ça, et le monde des réfugiés qui est un monde très différent. Donc ce contraste était très séduisant pour moi, et j'ai un peu fabriqué l'histoire autour de ce contraste. Et le contraste en musique, alors comment on le traduit, Amine ? C'est-à-dire que en fait, ce qui se dégageait surtout, c'est un message universel. C'est que en fait, il fallait pas aller questionner les origines du protagoniste, du personnage principal. Il fallait pas faire une musique qui sonnait locale, qui venait qui est syrien, par exemple. Aller questionner, proposer des musiques qui venaient de cette région. Il fallait accompagner ce message qui était un message universel à la base. Il vient de Syrie, il aurait pu venir de Tunisie, il aurait pu venir d'Amérique latine, il aurait pu venir d'ailleurs dans le monde. C'est un message universel que porte ce film. Et donc, avec cette universalité, il fallait utiliser un langage aussi universel, que ça soit dans la musique score ou que ça soit aussi dans la musique... Dans les synchros aussi qu'on a utilisé, parce que aussi l'opéra dans le film, on l'avait choisi ensemble depuis le début. C'est comme ça que la couleur générale du film, musicale du film, a été définie. Donc en fait, il fallait pas. En tout cas, l'idée, c'était ne pas se contenter de se contraindre à utiliser des musiques locales, mais plutôt un message universel, d'où l'orchestration qui est un peu plus symphonique, classique, etc., électro même des fois. On parle de contraste. Alors, il y a ce personnage qui est presque le fil rouge du film. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est les différents registres. En fait, malgré ce personnage central, il y a quelque chose de sinueux dans le récit. On passe du drame à la tragédie, de la satire à la romance, à l'humour noir. Et alors, comment, pour un compositeur, est-ce que l'idée de la musique est de justement faire le fil rouge, l'unité, ou au contraire de jouer, de jongler avec tous ces registres ? Bonne question. C'était plutôt de jongler avec tous les registres. La musique était d'abord un drive de narration. Il fallait tout le temps souffler du rythme dans le récit et pousser et aller dans
Il y a, un rythme incroyable dans le film. C'est tout le temps, il y a des spin-offs, il y a des twists. Il passe par des situations rocambolesques à chaque fois. Il fallait tout le temps pousser le récit et aussi aller dans l'émotion, parce que ce personnage sur qui tout glissait quelque part, en fait, il fallait quelque part rajouter, enfin insuffler de l'émotion dans toutes les situations qu'il traverse. Cette scène incroyable où on le voit dos, on voit les gens qui viennent le voir dans le musée, on voit l'homme prisonnier de son corps, ou la scène de la vente aux enchères. L'homme se transforme en objet qu'on vend. Donc, il y avait à chaque fois une volonté de narration, d'aller tout le temps de driver le rythme de la narration, mais en même temps de suspendre aussi le rythme pour créer plus d'émotions et aller. Mais comme je disais tout à l'heure, ce film-là, c'est un film drivé par un personnage, donc la musique était centrée sur ce personnage. C'est sa musique à lui, c'est la musique de sa quête, de cet emprisonnement, et puis de la recherche de son amour, en fait, aussi, quelque part. J'ai lu des propos, Kauter, de votre part que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un lien avec la musique. Vous dites, pour moi, faire un film, c'est comme écrire une partition de musique. Quand on écrit une partition, on ne peut pas avoir la même tonalité tout au long d'un morceau. Cette idée de variation, encore une fois. Oui, moi, d'ailleurs, je suis très jalouse des musiciens, parce qu'ils ont un moyen d'expression très abstrait. On ne leur pose jamais de questions d'idées, d'idéologie, et de le comment, du pourquoi, parce qu'ils sont libres de tout ça. Ah si, la preuve. Donc, c'est une manière très libre d'expression, la musique. Et effectivement, quand on fait un film, on a beaucoup plus d'ingrédients, et la musique, c'est l'un de ces ingrédients. Mais un film, c'est une histoire, c'est une narration, c'est comme dirait, je ne sais plus c'est quelle réalisatrice qui dirait, faire un film, c'est la propagande de soi. Ce que je trouve très vrai, parce que raconter une histoire, c'est de la propagande tout court. L'histoire d'une nation, d'un pays, d'une idéologie, et faire des films, on parle beaucoup de la subjectivité dans les films, et la subjectivité, c'est la propagande de soi. Donc pour faire la propagande de soi, il faut avoir une vision du monde. Et avoir une vision du monde, ça veut dire être questionné sur sa vision, chose que les musiciens ne subissent jamais, en fait. Donc pourquoi je dis ça? Ok, je dis ça par rapport aux ingrédients. Qu'effectivement, c'est comme faire un morceau de musique, sauf que c'est pas exactement la même chose, parce que les musiciens peuvent ne pas être sous l'œil scrutateur du comment et du pourquoi et de la relation cause à effet. Il y a juste le rythme. Et le rythme, c'est quelque chose d'extrêmement à la fois archaïque et très central et très inconscient, alors que la narration, c'est une construction culturelle. En tout cas, comment elle se présente. Pardon, ma réponse est très confuse, mais je me comprends. Les musiciens, ils sont toujours obligés de créer un récit a posteriori sur ce qu'ils ont fait avant et d'essayer d'argumenter, de raconter des choses ou d'intellectualiser une approche, en tout cas, même si c'était une impulsion très instinctive au début, il faut toujours trouver des explications a posteriori. Et en termes de choix musicaux, moi, ce que j'ai ressenti, peut-être que je me trompe, tu me diras, Amine, mais ce que j'ai ressenti, c'est que dans La Belle et la Meute, il y avait la quête d'identité, de se retrouver soi-même. Et ça passait à travers un soliste, qui était la viole de gambe, si je me souviens bien, l'instrument qui relatait finalement La Belle et la Meute. Voilà. Et dans ce film-là, j'ai l'impression que c'est le contraire. La déshumanisation, finalement, du personnage passait par l'absence d'un instrument qui l'incarnait. Est-ce que je me trompe ? Ça n'a pas été pensé comme ça. Non, je pense pas du tout avoir intellectualisé, pensé à ça quand j'ai écrit la musique. Je pense que vraiment, c'est vraiment une impulsion ou une inspiration très
Dans les films de Kauter, il y a beaucoup l'apport aux couleurs et à ce que je vois vraiment avant de penser à quel instrument, avant de penser à comment on va écrire, avant de théoriser l'écriture de la musique. C'est vraiment beaucoup je regarde le film et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que ça me raconte, qu'est-ce que telle couleur qu'elle a utilisée. Elle aime beaucoup le bleu. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de bleu, beaucoup de vert. Et ben, j'essaie de traduire ce bleu et ce vert avec des instruments, en fait. Vraiment, c'est une approche très colorée de la musique, je sais pas comment dire. Et est-ce qu'il y a eu l'idée de l'enfermement à travers cet ostinato, cette spirale finalement dans la partition? Oui, cette spirale est venue c'est plutôt la relation avec l'art contemporain, parce que je me suis dit que l'art contemporain, le milieu de l'art contemporain, c'est un milieu très, comment dire, c'est une beauté très embourgeoisante quelque part. On écoute telle musique, c'est très codifié, il y a le côté un peu branché entre guillemets de ce qu'on écoute, et dans le côté un peu branché, il y a on écoute beaucoup dans ces cocktails interminables où on se parle, etc., etc. Il y a beaucoup de musique électronique qui passe. On n'écoute pas. Et aussi dans les galeries d'art contemporain ou dans les musées, il y a beaucoup de musique classique qui se passe. Donc c'est là où est venue l'idée de comment est-ce qu'on pouvait associer la musique dite classique et la musique électronique plutôt branchée du milieu de l'art contemporain. Donc avec l'idée de la boucle, l'ostinato, l'enfermement, etc., l'obsession, etc. Donc c'est là où est venue l'idée de faire comment est-ce qu'on pourrait, je sais pas, on appelait ça électro-baroque, le côté baroque des violons classiques qui sont un peu rythmés avec et puis la boucle rythmique derrière avec un sub, un kick, c'était un peu ça l'idée. Amine, je vais citer juste 3-4 films qui pour moi sont très très importants dans ton parcours, en tout cas des moments clés. Il y a Timbuktu d'Abderrahmane Sissako qui t'a valu le César. Je pourrais citer aussi Le Sommet des Dieux, premier film d'animation pour toi. Je peux citer Sous les figues, film qui était à Cannes d'ailleurs en mai dernier. Et différentes collaborations, que représente celle avec Kauter dans le dialogue, dans la nature de la collaboration? Je pense que pour moi, c'est une des plus inspirantes et c'est une des plus continues. Parce que quand on travaille avec un metteur en scène, le plus important, c'est comment à chaque fois on peut être à même de se renouveler d'un film à un autre. Parce qu'il y a des habitudes de travail qui s'installent. Je peux, c'est pas prédire, mais je peux me dire ça, Kauter elle va aimer, ça elle va pas aimer. Mais comment être à même de se renouveler, de se surprendre d'abord soi-même avant de surprendre le metteur en scène. Donc dans cette collaboration là, il y a beaucoup cette idée de, parce que en fait chaque film avec Kauter c'est pas une continuité du film d'avant. C'est bien sûr, elle a des sujets qui lui sont... elle a des thématiques qu'elle défend, etc. Mais chaque film est tellement différent du précédent que, en fait, bien sûr, il y a une continuité. Encore une fois, même dans mon travail, il y a une continuité. Mais il y a toujours une recherche... j'essaie toujours de trouver un autre angle, une autre approche, une autre manière d'écrire, un autre fusil d'épaule dans l'écriture. Dans La Belle et la Meute, je me rappelle encore la première fois que j'ai vu Kauter sur cette table de montage, je dis quelle est la musique que tu voudrais sur ton film, donne-moi des éléments. Elle m'a dit je veux une musique qu'on écoute, qu'on n'entend pas. Donc il fallait traduire ce que voulait dire une musique qu'on n'entend pas, et elle voulait juste, c'était pas une, elle voulait pas me dire il faut que tu, c'est pas de l'ego de cinéma, c'était plutôt comment est-ce que tu pourrais épouser mon univers de cinéma sans qu'on sente la musique, sans que la musique
comment dire, envahit l'image, et dans L'homme qui a vendu sa peau, c'était autre chose, c'était un travail sur scénario. Donc on a fait une session de spotting. Donc, une session de spotting, ça veut dire qu'on a décidé des moments où la musique allait intervenir sur le scénario, chose qu'on fait très très rarement dans le cinéma. Moi, ça m'est jamais arrivé depuis que je fais ce métier qu'un réalisateur vienne me dire viens, on va lire le scénario, on va décider cette scène, il y aura de la musique, propose-moi quelque chose sur cette scène-là, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, c'est une étape qu'on fait sur un film tourné. Et ça, c'était extrêmement c'était très enrichissant, parce que même si j'avais pas composé de la musique sur le scénario, j'avais proposé des choses sur le scénario. Mais Kauter, je sais pas si tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça t'a aidé beaucoup dans le tournage, ce travail sur scénario. Oui, ça m'a permis de tourner les films en pensant à la musique. Donc ça a donné un tempo à chaque scène et c'était super. C'est quelque chose que je voudrais faire plus souvent, parce qu'on pense à la musique à la fin et non. La musique du film doit être ressentie en amont, et c'est quelque chose qui me permet de diriger des acteurs, de penser des scènes. Mais moi, j'aimerais bien avoir des questions, des retours des spectateurs. C'est justement ouvrir. Bonsoir et merci beaucoup. Vous avez parlé des contrastes. Je voulais vous interroger sur l'engrenage dans lequel est pris le personnage et dans lequel nous sommes pris de la signature du pacte, un peu sur un coup de tête, et à cette déshumanisation progressive. Voilà, comment est-ce que vous avez construit ce crescendo? Et ma deuxième question, en fait, c'est qu'on lit donc à la fin que le film est inspiré d'un fait réel. Donc on réalise, c'est encore plus glaçant de réaliser qu'on vit déjà dans ce monde-là. Et je voulais juste savoir un petit peu plus sur ce fait réel et sur dont vous êtes inspiré. Est-ce que vous avez vraiment grossi ou à peine, en fait ce qui se passe? Alors ça fait beaucoup de questions, mais je vais commencer par la dernière, parce que j'ai oublié les deux premières. Mais, mais ça peut répondre à la question du crescendo. Donc, moi, je disais, cette histoire est partie. Un jour, j'étais au musée Le Louvre, donc le musée... l'un des musées les plus prestigieux au monde. Et dans les appartements de Napoléon, il y avait un homme exposé avec un tatouage sur le dos, et c'était une rétrospective de l'artiste belge Wim Delvoye. Et j'étais fascinée. C'était une image, mais ça m'a scotché tout de suite. Je savais que ça allait... Parce que l'émotion que ça m'a provoquée, c'était une émotion tellement forte. Parce que d'abord, je trouvais qu'il y avait du génie dans ce travail, mais un génie très, comment dire, à la fois très moqueur, très diabolique, tout ce que j'aime, et qui poussait les frontières de l'art et qui questionnait le marché de l'art, exposait un être humain. Alors je sais qu'en Europe et en Occident en général, il y a un traumatisme par rapport à ce genre d'image qui est les zoos humains et tout l'historique du colonialisme. Donc ça a convoqué énormément de choses en une seule exposition, et ça m'a hanté, parce que tous les jours je vois des images, on lit des choses dans les journaux, et je me dis ça pourrait faire un film, faire un film, et donc je prends note et je mets ça de côté, et il y a des choses qui meurent, que j'oublie, et il y a des choses qui m'obsèdent, et donc cette image, ça m'a carrément obsédée, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Il faut que je raconte une histoire, mais il faut que ça soit la mienne, parce que l'histoire de Wim Delvoye, l'artiste belge, est différente de la mienne. C'est-à-dire l'homme tatoué par Wim Delvoye, il est très content de sa condition, parce que voilà, il y a... Et moi, je voulais ramener ça vers des thématiques qui m'intéressent, moi, qui m'intéressaient en tout cas, qui sont les thématiques de l'immigration, avoir un visa Schengen. Moi, pour venir en France, c'était le gros défi, visa Schengen. Visa Schengen, c'était le truc... Et donc voilà, je voyais ce tatouage comme un visa Schengen et ce mec comme un étranger, en pensant à cette mémoire collective traumatisante pour tout le monde, européen
ou colonisés, on va dire. Et au fait, c'est par rapport à tout ça que je voulais que l'histoire s'est développée. Donc je me suis détachée de ma source d'inspiration, mais j'étais très redevable à Wim Delvoye, donc je suis allée le voir et je lui dis j'aimerais bien écrire une histoire. Est-ce que tu me permets de partir comme point de... Mais je vais tout pervertir, je sais. Ça sera pas une... Parce que le tatouage qu'il a fait, lui, c'était une Madone avec... Enfin, vous pouvez mettre Wim Delvoye, son œuvre s'appelle Sim 2006. Et ça n'a rien à voir avec... Donc, je voulais quand même avoir son accord par honnêteté intellectuelle, on va dire. Et lui, il était partant. Enfin, au départ, il ne comprenait pas trop. Il m'a dit, mais fais ce que tu veux, je m'en fous, moi... Enfin, il me regardait comme ça, c'était genre, elle n'est pas sérieuse, tout ça. Qu'est-ce elle veut faire un film? Bah oui, vas-y, fais un film. Et alors, c'est inspiré de moi. Lui, c'est un personnage très particulier. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est lui qui joue l'assureur dans le film. Le mec de l'assurance qui fait le... Alors, Wim Delvoye, c'est un artiste flamand, belge-flamand. Et donc, au départ, il m'a dit, oui, vas-y, fais ce que tu veux. Mais il ne cite pas mon nom. Okay. Il avait peur, il était un peu pas très rassuré. Il se dit mais c'est qui celle-là? Et ensuite, quand on a commencé la prépa du film, comme c'était une coproduction avec la Belgique, donc fallait engager des techniciens et des acteurs belges. Et donc avec la productrice belge, elle m'a présenté pas mal d'acteurs et j'ai tout de suite je suis tombée amoureuse de Koen De Boe qui joue l'artiste. Je trouvais qu'il avait une gueule incroyable. C'est un acteur formidable, tout ça. Et Koen De Boe, en fait, c'est une star, mais une star chez les Flamands. Et donc, Koen De Boe voulait rencontrer Wim Delvoye. Et donc, Wim Delvoye, pour lui, ce film, bon, c'est un caprice de cette réalisatrice, tout ça. Et donc, une fois contacté par Koen De Boe, qui est une star flamande, parce que Wim Delvoye est flamand aussi, il se dit, mais c'est sérieux, ils vont faire un film avec Koen De Boe. Et donc, il me contacte, il me dit, mais j'aimerais bien être impliqué dans le film, c'est avec Koen De Boe. Je lui dis, ok, maintenant tu me prends au sérieux. Ok. Je lui dis, bah écoute, moi aussi. Il me dit, mais si le nom de l'artiste serait un truc par rapport à mon... Je lui dis, écoute, ça, je ne peux pas le changer parce qu'on est très, très avancé en production. Mais par contre, est-ce que ça t'intéresserait de jouer dans le film? Il me dit, mais je ne sais pas jouer, moi, je ne suis pas acteur. Je lui dis, écoute, tu fais des interviews, toi? Non, je t'ai vu dans les... Voilà, tu parles. On va faire une interview. Tu auras un rôle où un journaliste te pose des questions. Ça, tu peux le faire. Il me dit, ok, ça, je pourrais. Et c'était horrible de tourner avec lui parce qu'effectivement, il n'arrivait pas, parce que moi, je voulais qu'il dise 2-3 trucs. Bref, mais en tout cas, il a adoré le rôle parce qu'il trouvait ça, lui, il est diabolique, effectivement, c'est pourquoi j'adore Faust, tout ça. Il me dit, mais j'adore être l'assureur de l'œuvre qui t'a inspiré le truc, j'adore le circuit. Bref, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Autre remarque, question, vos sentiments aussi à travers le film. Merci, c'était assez fantastique le film. Et c'est encore mieux de vous avoir là. Donc merci. Moi ma question c'était, alors je sais pas si c'est vraiment une question, mais j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur la manière dont, vous en avez pas mal parlé déjà, mais dont la manière avec laquelle vous avez conçu le film à partir du scénario et de la musique, et jusqu'à quel point est-ce que la musique a écrit le scénario. Parce qu'au début, quand vous en parliez, j'avais l'impression que presque vous, Amine, vous aviez écrit le film musicalement, et qu'ensuite vous, Kauter, vous avez écrit le film en termes de scénario, et à partir peut-être d'une espèce d'ébauche d'un scénario au départ, que vous auriez ensuite, comme une esquisse montée, comme deux esquisses en parallèle qui se seraient ensuite, je ne sais pas, fusionnées ou mélangées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça, s'il vous plaît? Non, je pense que, en fait,
le film est écrit, donc moi j'ai reçu une version très tardive du scénario. Et sur certaines scènes, Kauter me disait, bah, là j'aimerais bien de la musique, ou là j'aimerais bien de la musique. Donc j'avais posé des choses sur ces scènes-là. Et je pense que ça a beaucoup aidé Kauter dans le tournage, plutôt pour trouver le rythme de certaines scènes. Ou par exemple pour se dire que telle information, on n'a pas besoin de dialogue là-dessus, ça pourrait être relayé par la musique, ou telle émotion, on n'a pas besoin de comprendre qui lui a dit ça ou que lui il a dit ça, etc. Ça pourrait être pris en charge par la musique. Donc ça n'a pas changé l'histoire, mais ça a peut-être inspiré des dispositifs de mise en scène où elle aurait peut-être fait écouter certaines musiques aux acteurs pour les mettre un peu plus sur le tournage, dans l'émotion du moment, ou ce genre de choses. Ça a aussi beaucoup aidé dans le montage après. Par exemple, cette scène, la scène où il traverse le musée avec le gros manteau, on le voit de dos. La musique de cette scène n'a pas été écrite avant. Mais dès le scénario, Kauter me disait, bah là, il y aura une musique et moi, je vais filmer avec le tempo de la musique. Donc, du coup, elle avait eu une musique temporaire pour tourner. Et après, moi, j'ai jeté cette musique temporaire et j'ai mis une autre musique. Le scénario et l'histoire étaient déjà là, mais la musique a beaucoup plus aidé dans la mise en scène que dans l'écriture du scénario. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Au fait, l'écriture d'un film est composée de pas mal de choses. Pour moi, la chose primordiale, c'est bien sûr le scénario, parce que c'est le lieu, c'est la charpente. Parce que quand on n'a pas un bon scénario, on ne peut pas faire un film moyen, on va dire, minimum. Donc, je veux dire, le scénario, c'est très important. Et à partir du scénario, parce que le scénario, c'est pas un roman, c'est pas un document. La finalité d'un scénario, c'est d'être partagé avec plein de gens créatifs, qui ont beaucoup de créativité, qui vont fabriquer le film. Donc Amine faisait partie de ces gens-là. Il y a le chef opérateur, il y a la costumière, il y a tout un groupe de gens. Et c'est ça l'intérêt d'un scénario, c'est qu'on se rencontre tous pour construire une narration ensemble et chacun apporte sa créativité. Et moi, je suis un peu le gardien du temple de ma vision. Donc, je parlais de la propagande de soi. C'est ce qu'on appelle la vision. Et par rapport à tous ces créatifs, je dis, ça va dans le sens de ce que je veux raconter, de ma propagande. Ça me, ça me va. Et ça me va pas. Donc, l'apport de la musique est essentiel, effectivement, et ça rentre dans ce cadre-là. C'est un outil narratif, comme je le disais, abstrait, parce que la musique et le son, d'une manière générale, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, on le remarque, au fait, surtout dans les films d'horreur. Contrairement à l'image qui est très rationnelle qu'on regarde, le son, c'est quelque chose qui communique avec notre inconscient. On est hyper manipulé par le son. C'est quelque chose qui passe qui fait appel à nos sentiments archaïques. Et au fait, celui qui maîtrise le son, c'est-à-dire si le son n'est pas bien enregistré et capté, ça passe pas. Si l'image est mauvaise, la caméra n'est pas stable et c'est une image pourrie, ça passe. Du moment que le son est super. Parce que l'œil peut tolérer ça, et s'il y a le son qui va avec, on accepte, mais le son qui n'est pas bien fait, parce qu'effectivement, on se dit, on sort parfois d'un film ou même d'une vidéo sur Internet, on se dit, mais non, je n'ai pas aimé. Si on fait l'investigation rationnelle de la chose, on va s'apercevoir que c'est un problème de son. Et de musique, enfin, je parle du son en général et de musique, bien sûr. Mais si le son est mauvais, la musique ne peut pas, même si elle est superbe, tu vois, c'est un tout. Elle ne peut pas, comment dire, fermer les brèches de... Oui, donc déjà, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé le film.
Et j'aurais deux questions. Enfin, vous avez parlé à plusieurs reprises des couleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire plus comment vous avez fait votre choix de couleurs? Et aussi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un gros travail sur les reflets. Et du coup, est-ce que vous pouvez développer un peu cet aspect-là aussi? Au fait, il y a deux catégories de réalisateurs. Il y a les réalisateurs qui détestent les miroirs, il y a les réalisateurs qui aiment les miroirs. Parce que c'est hyper contraignant de tourner avec des miroirs, parce qu'on a l'équipe, la caméra qui peut apparaître. Donc il y a les réalisateurs qui détestent. Moi, je fais partie des réalisateurs qui aiment les miroirs, parce que moi, je suis obsédée par l'idée de la réflexion. C'est-à-dire que enfin, déjà, la réalité, c'est pas la réalité, c'est une réflexion une image qu'on perçoit par nos sens. Et les miroirs, c'est une mise en abîme. Donc, je suis obsédée par les miroirs et j'aime filmer les gens dans des miroirs. Et j'aime l'idée de la réflexion dans la réflexion. Parce que déjà, filmer avec une caméra, c'est une réflexion. Donc, c'est quelque chose je trouverai une explication un jour. C'est pas peut-être pas l'explication, mais c'est quelque chose qui me passionne. Et pour les couleurs, au fait, dans ce film, avec mon chef opérateur, qui est un jeune homme extrêmement doué, on se posait la question des couleurs. Et c'était... et comme au centre de ce film, il y avait un visa Schengen, et moi, j'adore les documents, en fait. J'adore scruter les documents, les visas, les passeports, les documents officiels, on va dire. Et le visa Schengen est truffé de couleurs. Le mauve, le bleu, il y a comme ça, le vert, il y a voilà, le jaune, un peu doré, tout ça, pour que ça ne soit pas, bien sûr, contrefait. Donc, c'est un document qui m'a toujours fascinée parce que c'est une fabrication humaine, bien sûr, c'est une fabrication historique, politique, tout ça, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas un arbre, c'est pas... Donc, c'est une convention, on va dire. Et je me suis dit, c'est les couleurs de ce visa qui est au centre du film, qui seront les couleurs du film. Et avec mon chef opérateur, on s'est dit, on va commencer par le blanc, parce qu'il y a tellement de couleurs dans le visa Schengen que le blanc, bien sûr, c'est la combinaison de toutes les couleurs. Il y a comme ça une espèce de condensation du blanc qui s'éclate ensuite dans le film et qui part dans les réflexions et qu'on ramasse à la fin avec ce blanc dans une forme circulaire. Donc il y avait un peu aussi cette idée, cette réflexion où on voulait que les couleurs soient liées à la narration. C'est très joli, très poétique ce que je viens d'entendre. Merci. Traduction musicale du reflet. Mais... Du reflet, oui, absolument, bien sûr. Parce que dans les techniques de composition, le reflet, les miroirs dans la composition, ça a toujours été les symétries, que ce soit harmonique ou que ce soit compositionnel, ou rythme, symétrique, asymétrique, tout ça, c'est pas que physique. Enfin, la musique ou la symétrie Ah oui, bien sûr. Et même dans... Quand tu as parlé tout à l'heure de Stonato, le Stonato, c'est ça peut être des miroirs partout qui reflètent... parce que le Stonato, c'est pas intéressant quand c'est un truc qui se répète tout le temps. Ça commence à être intéressant quand le Stonato est travesti de répétition en répétition. Et c'est un peu comme font tous les minimalistes américains, Steve Reich ou Monty Young ou John Adams, etc. C'est des gens qui vont prendre un motif, qui vont le répéter, le motif va se travestir petit à petit pour donner naissance à un autre motif, etc. C'est un peu dans la logique de miroir, si on superpose des miroirs partout et le reflet il va passer dans un autre miroir, il va donner un autre reflet, etc. Donc c'est un peu ça aussi la logique de la musique minimaliste. Mais moi, je suis très impressionné par ce que vient de raconter Kauter, parce que... D'autres questions, d'autres remarques? On peut se laisser là, puisque de toute façon, la discussion va se prolonger demain matin, 10h30. Et puis moi, je vous retrouve avec Cédric Clapiche et Loïc Dury, un autre tandem qui n'a rien à voir. Donc ça va être intéressant également d'avoir deux tandems et deux expériences complètement différentes. Merci à vous, bonne fin de festival.